Naruto Storm 1, 2, 3 et 4 ou encore les spéciaux comme Génération et Révolution sont sûrement les jeux les plus joués et connus de la licence de Naruto. Pourtant, il y en a eu vraiment pas mal sur différentes consoles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ou vous rappeler pour certains des personnages qui ont été créés exprès pour les jeux Naruto, donc sont exclusifs, et aussi certains qui ont vu le jour dans l'anime grâce au jeu. Mais juste avant que la vidéo commence, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo sans vous être abonné. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas avec la petite cloche en tout cas si ce type de contenu vous plaît. Et bien sûr, s'il y a des personnages que vous connaissez dans certains jeux vidéo que je n'ai pas forcément cités, n'hésitez pas à le dire. Et pourquoi pas, on pourrait peut-être faire un deuxième épisode. Mais en tout cas, je vous laisse avec le premier perso. Mecha Naruto. Vous devez sûrement vous dire qu'il y a déjà une erreur en disant que Mecha Naruto est bel et bien présent dans l'anime avec un hors-série. Mais j'ai le plaisir de vous dire que pas du tout. Mecha Naruto a été présenté dans Naruto Storm Revolution, qui est un opus spécial entre Storm 3 et Storm 4, et par la suite dans les Shippuden dans l'épisode 376. Il a eu aussi le droit à sa propre histoire dans le jeu par rapport à l'anime qui est complètement différent, où Naruto et Hinata le découvrent complètement inerte jusqu'au moment où il va se réactiver, mais il aura quelques pertes de mémoire. Ils vont donc par la suite essayer de récupérer une pierre mentale lors d'un tournoi organisé à Konoha qui permettra à Mecha Naruto de retrouver sa mémoire. Au cours de l'aventure, il va développer de la jalousie envers Naruto, due à sa puissance, ses amis, etc. Il va donc user d'une technique pour changer de corps avec le vrai Naruto. Et c'est là que les problèmes commencent. Vous vous en doutez très bien, Mecha Naruto et Naruto sont extrêmement différents et ses amis vont commencer à le voir très vite. Dû sûrement parce que d'un côté il y a un humain et de l'autre un robot. Mais par la suite, Naruto arrive à convaincre la plupart de ses amis qu'il est bloqué dans le Mecha Naruto et qu'il va devoir le combattre pour récupérer son corps d'origine. Le premier combat se fait, mais on découvre que la logique est bien faite car Mecha Naruto laisse sa place à Mecha Kyuubi. Et là, il est un boulon plus féroce que le vrai Kyuubi. Un boulon, un cheveu plus féroce, un boulon vu que c'est un robot, t'as la vanne, c'est... Car oui, il veut juste détruire le monde entier. Rien que ça. Au bout du prochain combat, Ino va transposer Hinata et Naruto dans la pierre mentale de Mecha Naruto pour le battre de l'intérieur, donc directement dans son âme. Entre guillemets, vu que c'est un robot, il a pas vraiment d'âme, mais t'as compris. C'est là qu'on apprend que Mecha Naruto est bel et bien le gentil, et c'est le mode Kyuubi qui est méchant et qui veut tout détruire. On aura donc le droit à un combat Naruto, Mecha Naruto et Hinata contre Mecha Kyuubi, qui ressemble totalement à un Digimon évolué, faut se l'avouer. Le combat se termine et Mecha Kyuubi a tellement la haine d'avoir perdu qu'il active son autodestruction. Par la suite, Naruto et Hinata sont éjectés de la conscience de Mecha Naruto, et l'autodestruction une fois aboutie, Naruto tente d'attraper Mecha Naruto, puis tout d'un coup, écran noir. Après la tempête, on retrouve Naruto sur la plage qui est en train de reprendre ses esprits, avec tout le monde qui le rejoint en disant qu'ils ont la pierre mentale de Mecha Naruto, et décide donc de l'insérer dans une des peluches données plutôt par Hinata à Mecha Naruto et Naruto. C'est comme ça que l'esprit de Mecha Naruto ressuscita, non dans son corps d'origine qui était le robot, mais dans la peluche donnée par Hinata. Kasumi. Personnage étant appelé au début du jeu Princess Dusk dans Naruto Ultimate Ninja Heroes, The Phantom Fortress, qui au passage est l'un des jeux Naruto qui m'a le plus marqué durant mon enfance sur cette bonne vieille PSP. Dans le scénario, nous avons donc un étrange château qui vient de se matérialiser dans les airs au-dessus de Konoha. Sous ordre de Tsunade, Naruto et d'autres vont en direction de ce château. C'est une fois là-bas que nous découvrons l'antagoniste du jeu, Kasumi, en apparence de longs cheveux noirs et un kimono blanc, et elle porte aussi un masque de malédiction avec un serpent rouge dessus qui lui a été donné par Orochimaru. Elle porte aussi un ornement dans ses cheveux qui lui a été donné en cadeau par Jiraiya. Et ça, on l'apprend avec des souvenirs qu'on débloque au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et en enlevant des sortes de parchemins collés un peu partout dans le château. Des souvenirs comme une certaine princesse Kasumi qui aborde de jolis sourires, donnant un ruban à une jeune fille ou encore un porte-bonheur à ses gardes. Tout le long des souvenirs, rien ne faisait penser à du désarroi, hormis le 6ème sceau qui lui, une fois enlevé, donna une vision du château en feu. Plus les sceaux sont enlevés, moins le château se porte bien. Et en parallèle, la princesse Dusk aussi, parce qu'elle est comme fusionnée avec le château lui-même. Énervée par les événements, elle se défend contre les intrus en invoquant par matérialisation des souvenirs des personnages comme Itachi, Gaara, etc. À la fin du combat final, Naruto et les autres compris que la princesse Dusk n'était que la princesse Kasumi qu'ils ont vue dans leur vision. Par la suite, on apprend que la maison de la princesse fut attaquée par Orochimaru et il lui a donné par la même occasion le masque qu'elle porte en disant que ça la rendrait plus forte. Mais ne le sachant pas, tant qu'elle ressentira de la haine, son masque ne tombera jamais et son esprit sera imprégné du château. Les dernières visions aident Naruto et les autres à retrouver des objets de la princesse qui ont beaucoup compté pour elle. Ceci a créé un rappel de souvenirs et fissura son masque. Les combats s'enchaînent, le dernier étant Kabuto suivi d'une illusion d'Orochimaru. Une fois qu'ils ont été mis hors d'état de nuire, Naruto fit ses adieux à la princesse qui se mit à s'effacer et le château s'effondrait. Les derniers mots de la princesse fut être merci. Bando.
Bando est un personnage de la licence des Clash of Ninja Revolution sur Wii, et dans son cas, on le retrouve dans le 2. Il est l'un des antagonistes du jeu, il est présenté comme un homme géant. La particularité de Bando, qu'on retrouve pas forcément dans Naruto d'habitude, c'est qu'il se bat avec une arme. Car oui, je ne pense pas vous apprendre que dans Naruto, c'est à base de shuriken, kunai et bonne vieille technique à base de chakra. Car dans son dos, il porte 2 canons à chakra qu'il vient insérer sur son avant-bras gauche, où il a une sorte de bûche généralement cachée par une main prothétique. Il n'a pas forcément de grande histoire, surtout pour un jeu sorti sur Wii, mais dans les grosses lignes, Bando fait partie d'un groupe de méchants qui, à la tête, est un personnage que je vous présenterai par la suite. Bando est tout simplement un marchand d'armes et son but était de détruire Konoha et pas que, mettant en place une nouvelle guerre shinobi où il pourrait vendre ses armes aux ninjas. Oui, tout ça pour la moula. À la fin de l'histoire, il fait face à Jiraiya lui proposant de faire équipe pour partager les bénéfices. Bien sûr, vous vous en doutez, la réponse fut non. Un combat plus tard et c'est fini Bando. Après, depuis tout à l'heure, je dis Bando, mais ça se trouve son nom c'est juste Bando. J'ai jamais su le dire en 25 ans d'existence. Kagura. Tout comme Bando, Kagura fait partie de Clash of Ninja Revolution 2 sur Wii. C'est la chef du groupe de méchants qui compte Bando dans ses rangs. Contrairement à lui, Kagura a un léger background. Il faut savoir que c'est une ancienne kunoichi de Konoha qui était dans les forces spéciales. Elle voulait même devenir disciple de Tsunade, mais elle a mal tourné dès que Tsunade a refusé sa proposition et est devenue une voyou et a donc déserté le village. Elle avait donc confectionné des plans pour détruire le village pour sa vengeance contre Konoha à l'aide de Bando, mais ces plans se sont arrêtés dès que Tsunade s'y est interposé. Un combat a eu lieu avec, sans surprise, Tsunade vainqueur. Kagura comprit qu'elle n'a pas été prise en disciple dû à son caractère et sa façon de voir ses coéquipiers. Lars Alexanderson. Personnage très charismatique et personne n'avait compris à l'époque pourquoi un nouveau personnage était apparu dans Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Un chara-design similaire à ceux de Naruto mais une façon de se battre très différente qui ressemble à du taijutsu, mais de rue. C'est tout simplement pour l'unique raison que Lars fait partie de l'univers de Tekken et plus précisément Tekken 6. Il se bat à base de gros coups de poing et de coups de pied mélangés avec de la foudre. Un gros cocktail de force à l'état pur. Par contre, là où je suis déçu personnellement, c'est qu'on n'a pas eu vraiment de background du personnage ou en tout cas d'histoire propre à lui. Même si on aurait pu avoir une histoire de Tekken, dans Naruto ça aurait pu être vachement cool. C'est un peu dommage qu'il ait popé dans le jeu comme ça sans rien demander. La seule chose qui le rendait un minimum spécial, c'est qu'il fallait 600 000 points dans le jeu pour le débloquer. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de raison particulière pour qu'un perso de Tekken rejoigne le cast de Naruto. Qui sait, dans un futur jeu, on pourrait voir débarquer des persos de Street Fighter, on sait pas. Akari et Kuroma. Bon, tout le monde connaît les gros jeux de la licence de Naruto, des ninjas s'en prennent à Konoha, bref, le scénario de base. Mais là, est-ce que vous connaissez Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicle? Comme son nom l'indique, cette fois on a affaire à un jeu qui met en scène Naruto et d'autres personnages dans l'univers des dragons. Oui. C'est un opus sorti sur Wii, encore une fois. Ils en ont fait des choses sur Wii, quand même, c'est dingue. Même si cette fois, on le retrouve surtout au Japon. Akari et Kuroma sont frères et sœurs, et appartiennent au clan Ryu, qui était autrefois un clan gardien de dragons, qui était béni par le pouvoir des 5 Genryu, qui sont 5 dragons légendaires. Dans l'histoire, Akari donne la lame du dragon qui permettra de combattre les Genryu, car le but de Kuroma est de devenir le Light Genryu pour se venger de la persécution mondiale du clan Ryu. Cependant, avant qu'il ne puisse réellement se transformer en Light Genryu, Akari l'a poussé à l'écart, prenant le pouvoir pour elle-même afin qu'elle ne perde pas Kuroma. Akari est alors devenu le boss final du jeu. Une fois le combat terminé contre Naruto et les autres, elle et Kuroma ont rapidement découvert que leurs cornes ainsi que les marques faciales de Kuroma avaient disparu, les libérant de leur fardeau en tant que gardien du dragon. Les deux sont partis ensemble pour mener de nouvelles vies, n'ayant plus à protéger la lame du dragon. Voilà, on a fini pour ce petit top de personnages, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Il y a des jeux que je n'ai pas cités, comme par exemple Naruto Heroes 3, qui était aussi sur PSP, ou encore des jeux sur DS qui ont beaucoup vu le jour, surtout au Japon. Mais en tout cas, s'il y a des personnages que je n'ai pas cités, dites-le encore une fois en commentaire comme je vous l'ai dit au début, et pourquoi pas, ça pourrait faire office d'une deuxième vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à manifester votre kiff, tout simplement avec un petit pouce bleu, pourquoi pas, ou vous abonner avec la petite cloche, ça serait encore mieux. Mais sur ce, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.